Bonjour et bienvenue sur le plateau du TV Studio à l'international RFID Congress de Marseille où hier et aujourd'hui nous allons recevoir toutes les personnes qui comptent dans le domaine du sans contact, du NFC, de l'RFID et de la Smart City. Et pour commencer cette journée, nous avons la chance de voir Michel Rousseau de SmartC. Alors je suis un peu gêné parce qu'on se connaît très bien, donc c'est difficile de parler de Michel, ça fait 30 ans qu'on se connaît, nous deux, on a 60 ans d'expérience dans le domaine des nouvelles technologies, et qui étaient nouvelles dans les années 80. Mais avant de passer aux questions sur la Smart City, je vais demander à Michel de se présenter et de son application dans le domaine justement des Smart Cities. Alors, très rapidement, on va essayer de faire ça très bref. Bon, effectivement, je suis un vieux de la vieille en ce qui concerne l'informatique et les nouvelles technologies de la communication. Et il y a à peu près 1 an et demi, au niveau de Bruxelles, on m'a demandé de réfléchir à un projet européen sur la gouvernance des villes, et plus exactement sur la gouvernance transversale, créer de nouveaux métiers également, par exemple roboticien de voirie ou urbaniste informaticien, enfin de tout un tas de choses comme ça. Et de là est né SmartC. SmartC, c'est quoi? C'est un hub européen et c'est bientôt un institut européen de formation, et pan-européen, puisqu'il y a des partenaires internationaux derrière, au Brésil, en Chine, au Nigeria, dans un certain nombre d'autres endroits, au Mozambique, qui viennent pour travailler sur la création, effectivement, de la nouvelle gouvernance des villes intelligentes. Le rôle de SmartC, c'est de faire ça. SmartC, c'est aussi une espèce de courrier international de la Smart City sur Facebook. Donc, vous avez une page qui s'appelle smart.c.intelligence où vous trouvez un peu plus de 800 articles pour le moment en français sur tout ce qui est téléchargeable comme rapport, comme vidéo à voir, comme enseignement à regarder, comme article de fond à lire sur cette logique de ville intelligente qui va bien au-delà du numérique. D'accord. J'aime bien la référence à Courrier International, qui est une de mes publications favorites, mais je comprends très bien. Smart City, c'est quoi? Derrière le vocable, ville intelligente, c'est la ville qui est intelligente ou c'est ses citoyens qui le sont? C'est les deux, en fait. C'est les deux, parce que une ville numérique n'est pas une ville intelligente. Hein. C'est un outil, ce n'est qu'un outil. Une ville intelligente, c'est à la fois une ville qui, grâce à la transition numérique, est beaucoup plus réactive, beaucoup plus, responsable de ses actes, mais c'est aussi une ville qui offre des services qui sont au plus près des besoins de ses utilisateurs. Il faut savoir que d'ici 2030, on sera 75% dans les villes. En 2050, on sera 95% dans la ville, c'est énorme. Et nos villes ne sont pas du tout prêtes pour pouvoir fonctionner comme ça et pour pouvoir arriver à fonctionner correctement. Donc pour ça, il faut non pas faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire adapter l'homme à la ville, à la structure de la ville, mais faire l'inverse. Adapter la ville, ou créer la ville, ce qui est plus facile, pour qu'elle réponde aux nouveaux besoins de l'homme, tant en matière d'économie d'énergie, qu'en matière de nouveaux réseaux tels qu'ils se mettent en place, de démocratie beaucoup plus participative, que également de fermes urbaines et des différents points qu'on peut trouver pour faire d'une ville une ville intelligente. Donc on voit qu'on est très largement au-delà de l'objet connecté, qu'on va véritablement beaucoup plus loin. Donc tu as commencé à citer quelques éléments de cette ville intelligente, cette ville connectée. Quelles sont les étapes pour y parvenir? Alors les étapes pour y parvenir, c'est principalement au départ une très forte réflexion sur les usages, sur la façon dont on peut mettre ça en place. Et pour pouvoir mettre ça en place de façon correcte, il y a un seul moyen, c'est effectivement interroger d'abord les usagers de la ville pour savoir ce qu'ils veulent, que ce soit en matière de transport. Faire 4 heures de transport aujourd'hui pour aller travailler, c'est totalement intolérable. D'autant plus que, bien évidemment, à ce niveau-là, ça va être de pire en pire. Et ça va naturellement cumuler des problèmes de pollution, des problèmes également de mise en place d'un certain nombre de services qui vont plus pouvoir fonctionner parce qu'ils sont arrivés à saturation ou ils sont complètement obsolètes. D'où une réflexion sur ça, d'une part, le fait que le tout nucléaire, c'était beau à une époque, c'était très effectivement une politique très gaullienne, mais on a vu avec Fukushima et d'autres incidents, parce qu'il y en a quand même assez régulièrement, que le nucléaire c'est très dangereux et que la pollution est très longue. Et donc le seul moyen c'est d'arriver à exploiter au mieux les énergies renouvelables, au plus près de la ville,
Même chose pour tout ce qui est culture, ça doit être au plus près de la ville, voire intégré dans la ville. Même chose en ce qui concerne les services doivent être les plus instantanés possibles. Et le numérique, et notamment ce merveilleux outil décrit par Philippe Cadic sous le nom d'Ubique, qui est notre iPhone, notre téléphone portable maintenant, c'est l'outil de base de tout le citoyen. C'est quelque part son profil d'utilisateur de la ville et de tous les services de la ville. Alors après le courrier international, la référence à DIC me va très bien également. Tu as parlé, tu as parlé de réduire le temps de parcours, 4 heures. Effectivement, c'est très difficile pour les habitants. Quels sont les autres impacts qu'on va trouver sur les citoyens de cette ville intelligente? Alors d'une part, c'est que les citoyens vont être appelés à beaucoup plus s'impliquer dans la ville et à faire en sorte que effectivement on puisse faire d'une autre manière que on peut reprendre, oui, parce que oui, on peut reprendre. Parce qu'effectivement, moi je suis désolé, mais là c'est là où je vois les séquelles de l'AVC. C'est qu'en plus c'est ma langue maternelle. Donc auf Deutsch zu sprechen und dann wieder auf Französisch zu übersetzen, das ist ein bisschen schwer. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du citoyen? Reprenons. Qu'est-ce qui se passe au niveau du citoyen? C'est assez simple. Le citoyen est de plus en plus partie prenante de la ville. Jusqu'à présent, une fois par mois, ou une fois blanc, au moment des vœux, le maire adressait un message à sa ville, à ses concitoyens, et c'était tout. Et on a bien vu avec la participation dans les comités de quartier, il n'y avait plus personne. Et puis, tout un tas de nouvelles applications, tout un tas de groupements, d'associations sont mis en place autour du numérique pour transformer un peu ça. L'un des plus célèbres sur Paris, c'est les réunions Meetup, qui véritablement ont changé complètement les relations qu'on peut avoir avec autrui. C'est-à-dire on n'a pas forcément des relations de voisinage, mais on a des relations de partage d'intérêts communs. Et les gens sont découverts la possibilité à ce moment-là d'interagir avec la ville pour décider d'un certain nombre de choses. Et cette démocratie locale directe est en train de passer à la vitesse supérieure, avec beaucoup de bénévolat, avec beaucoup d'envie de faire évoluer correctement la ville pour qu'elle arrête de déconner, il faut bien avouer les choses, et avec cette notion dont Paul Vermeulen, qui est un remarquable urbaniste liégeois, qui s'est trimballé pendant une vingtaine d'années sur les principales capitales européennes pour voir un peu ce qui se faisait, ce qui devait se faire, ainsi de suite, dit il y a un terreau local dans lequel il y a 3 tonnes d'initiatives et de compétences, mais bon sang, mais utilisons ça avant de dépenser des fortunes auprès de grands groupes internationaux qui ne feront pas mieux. Donc c'est ça, c'est cette implication du citoyen, c'est cette volonté de créer de nouveaux métiers aussi, et c'est cette volonté de mieux vivre la ville qui est à la base du mouvement des villes intelligentes. On reviendra sur les métiers un peu plus tard. On a parlé des services qui vont être impactés, on a parlé par exemple du transport, on va essayer de réduire. Moi je pense à la gestion des déchets aussi, l'énergie. Oui, alors quels sont les grands services qui vont être impactés par cette ville nouvelle? On rentre dans une économie du partage et dans une économie circulaire. Ça veut dire quoi? Économie circulaire, c'est gloire à la matière seconde. Il n'y a pas de déchets, il y a une matière seconde qui à 85% peut être totalement réutilisée, valorisée, soit pour faire de la cogénération de chaleur, soit pour faire du méthane pour les déchets biologiques qui permettent de chauffer la ville par exemple, soit ou tout simplement de créer de l'électricité, parce qu'on a des centrales thermiques à méthane qui vont parfaitement bien fonctionner, soit tout simplement parce qu'il y a des déchets, que ce soit carton, que ce soit bois, que ce soit déchets électroniques et ainsi de suite, qui peuvent être réutilisés par des métiers qui sont des métiers non pas de récupération mais de réutilisation, pour créer de nouveaux objets, pour créer éventuellement de nouveaux services ou pour avoir des gestions de pièces détachées pour des réparations, ce genre de choses. Donc on a une économie qui change. Par ailleurs, économie du partage, ça veut dire que l'impact se fait non seulement sur le transport, exemple covoiturage, avec avoir le succès de services qui vont de Waze à Blablacar en passant par pas mal d'autres choses pour se dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là.
mais c'est également de repenser complètement un mode de vie un peu plus frugal où chaque chose est considérée comme un service. C'est-à-dire, on a même une maison peut être partagée à certains moments parce qu'on ne l'utilise pas, comme une voiture, comme éventuellement un objet de jardin, comme éventuellement un stade ou une école qui est occupée, on en parlait hier, pas plus de, on a calculé, c'est 110 jours. Oui, c'est ça, un peu plus. En totalité, c'est de l'ordre de 110 jours par an, une école. Voilà. Donc, il y a quand même 250 jours où elle ne sert à rien. Donc il est quand même dommage de ne pas l'utiliser pour autre chose. Donc c'est cette volonté de détourner les usages d'immobilisation, mais aussi de service, pour en faire autre chose, pour améliorer ce qu'on appelle l'indice de développement humain, cet indice de confort qui se traduit par des usages. Une avant-dernière question sur... On a parlé donc des services, des personnes. Côté éducation, quels sont les impacts? Et puis les filières métiers aussi. Il y a des métiers dans la ville qui vont apparaître, qui vont disparaître. Regardez le phénomène des drones, par exemple. On a de plus en plus de drones urbains qui vont servir d'une part à livrer des petits paquets, qui vont servir à livrer des médicaments ou des organes aux hôpitaux, parce que c'est plus rapide, c'est beaucoup plus sécure, qui vont servir à vérifier des soudures, vérifier des étanchéités, des fuites thermiques, mais pas que faire de la surveillance, bien évidemment, mais faire aussi de la maintenance. On va avoir des robots dans la ville, ça c'est pour dans 2 ans. Au grand maximum, on va les voir apparaître à peu près partout. Donc on a des métiers de roboticien de voirie qui vont apparaître. On a des métiers, il y avait un très beau site qui citait à peu près une quarantaine de métiers un peu farfelus, mais pourtant très vrais, qui vont apparaître dans la ville. On va avoir des devins de données, c'est-à-dire des gens qui véritablement vont plonger dans le big data, quoiqu'en France on devrait parler de medium data plus exactement, et qui vont en faire ressurgir des caractères de pertinence, comme par exemple au niveau urbanisme, arriver à trouver dans le big data que tel feu rouge, les jours de pluie, bien malheureusement le feu rouge ne marche pas, il y a 3/4 d'accidents de plus que partout ailleurs. Et ça, c'est important, c'est un métier qui va se fonder là-dessus. Donc la transformation numérique va donner les outils nécessaires pour faire émerger. Et on ne les connaît pas tous, loin de là, parce qu'on n'a pas idée de la richesse, justement, des possibles qui est déclenchée, justement, par le numérique, par les objets connectés également. Parce que des objets connectés, prenons le cas de Marseille. Puisque nous sommes à Marseille, il y a aujourd'hui 500 000 objets connectés sur Marseille. Tout confondu. Entre les caméras de vidéosurveillance, entre des bornes d'appel, entre des plots Wi-Fi, entre tout. On est à 500 000, on passe à 1 500 000 l'année prochaine. Bon. Il va bien falloir gérer tout ça. Tout ça doit correspondre et interagir avec derrière des applications pour des usages humains. Et tout ça n'est pas encore développé. Tout ça est à créer. Voilà. D'où de nouveaux métiers. Et même chose pour au niveau des équipes de mairie. On va fonctionner avec véritablement des tableaux de bord transverses où on va pouvoir effectivement voir l'impact, par exemple, d'un transport multimodal sur la baisse de la pollution, sur la baisse ou l'augmentation à certains moments de la nuisance sonore, sur les flux humains à la sortie par exemple du tram, du bus ou du métro, et la façon dont ça a un impact sur le commerce local. En fait, tout est lié. C'est vraiment la doctrine panthéiste quasiment, c'est entopan, le tout. Et c'est un tout. Et il faut donc considérer que les services ne fonctionnent plus par silos, mais fonctionnent de façon effectivement transversale en tenant compte des conséquences qu'on a sur les autres services. Alors, théoriquement, on a terminé l'interview, mais je vois qu'il n'y a personne encore. Notre prochain invité n'est pas là. Petite question, est-ce que c'est plus facile de rendre intelligente une ville existante ou alors en créer une nouvelle? En Chine, par exemple, on crée de nouvelles cités qui seront intelligentes, alors qu'en Europe, on va avoir tendance plutôt à connecter, à rendre intelligentes des villes existantes. Alors, c'est plus facile de créer une ville intelligente à partir de zéro, mais ça en fait généralement une ville humaine. L'exemple typique, c'est Mazda. Wanshu est un autre cas de figure. Allez
parce qu'il y a cette philosophie chinoise, ce vieux fond et confucianiste et taoïste qui fait qu'on considère tout ça comme un hologramme, comme un tout. L'humain étant au milieu de cet hologramme. Masdar, c'est une ville d'ingénieurs, fondamentalement, c'est totalement invivable. En revanche, une ville existante, effectivement, on doit procéder par touche. Je ne vais pas dire c'est pas du pointillisme, mais quasiment. On apporte service par service et on essaie de faire en sorte de penser et de détourner d'autres usages pour adapter ceci à la ville, à l'immeuble qui doit obligatoirement un jour avoir lui-même une adresse IP, parce qu'on aura besoin de pouvoir savoir s'il y a un problème de gaz, de fuite de gaz, pour éviter que des gens brûlent dans l'immeuble ou que il y a une explosion, ce genre de choses. Et tous ces services vont se rajouter, mais dans une logique, fort heureusement, qui est maintenant très calculée. Auparavant, on installait un service, mais on ne savait pas, c'est soit bien connu de la DDE, qui était capable de creuser la même tranchée à peu près 30 fois au même endroit, parce qu'elle avait 30 plans différents qui lui étaient donnés, et elle recreusait, creusait, au lieu de penser, si je creuse là pour cette raison, il faut que je vérifie en même temps et le réseau de distribution d'eau, et le réseau fibre, et le réseau électrique, et le réseau de distribution de gaz, et le réseau de froid, et le réseau de chaleur. Donc c'est une autre logique qui est en train d'être mise en place, qui n'est pas une logique d'ingénieur, qui est une logique ingénieuse. Très bien. Je crois qu'on va arrêter là. Merci beaucoup Michel Rousseau. Vous pouvez retrouver donc Michel Rousseau, son site SmartC sur Facebook. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci.